Et coucou et bienvenue entre deux pages, je vous retrouve aujourd'hui pour le premier point lecture de décembre. Je vous fais un petit point à mi-parcours à peu près de mes lectures du début de ce mois de décembre. On va commencer tout de suite avec une première lecture que j'ai reçue de la part des éditions Fleurus Jeunesse. Je vous la mettrai ici en numérique via NetGalley. Donc c'est Dragonland, le tome 1 de Joan Elio. Donc là dans cette histoire on va suivre Artemus qui est un jeune écuyer. On est dans un monde qui s'appelle Idyllia dans lequel les dragons sont monnaie courante, en fait existent depuis toujours. Et par contre les gens n'ont jamais vu de chevaux. Donc voilà, il y a cette petite bizarrerie, on est dans un monde un peu médiéval fantastique et il va rencontrer Iselle qui est une, on va dire, une sorcière, enfin c'est pas vraiment une sorcière mais c'est une jeune fille qui a des pouvoirs et qui a notamment le pouvoir de parler en télépathie aux dragons. Elle est fille d'éleveur de dragons et lui est jeune écuyer auprès de Sir Kendrick qui est un dragonnier. Donc là on est un peu sur un pitch à la Eragon, c'est un peu le même style en fait. Et c'est ça qui m'a bien plu. On va suivre donc leur péripétie pour ramener le vieux dragon qui s'appelle qui est un vieux dragon bleu, donc là encore référence à Saphira dans Eragon. Dans le pays des dragons, parce que c'est là que en fait tous les dragons vont pour finir leur jour. S'en suivent plein de péripéties comme on s'en doute. Les relations entre Artemus et Iselle sont pas conflictuelles mais pleines de taquineries et assez dynamiques, on va dire ça comme ça. Parce qu'Artemus est très maladroit et un petit peu le petit boulet quoi, et Iselle elle très sûre d'elle, assez pète sec quand même, mais quand même gentille et d'une tendresse infinie pour ce vieux dragon. J'ai beaucoup aimé l'univers, vraiment ça m'a beaucoup fait penser à Eragon au niveau du rythme, des choses qui s'y passent. On arrive par contre dans le monde, quand on arrive dans le monde des dragons, il y a vraiment des originalités avec un schéma, des schémas narratifs assez classiques de contes. Je ne sais pas si le tome 2 va sortir bientôt ou pas, mais c'est vrai que la fin du tome 1, le tome 1 se suffit à lui-même, mais il y a quand même on va dire une petite pointe de questionnement qui reste et qui donne envie d'aller voir le tome 2. Le style de Joan Elio est agréable vraiment, enfin de toute façon moi je le connaissais déjà mais en version science-fiction. J'avais déjà lu de la science-fiction pour ados de cet auteur et j'avais déjà beaucoup aimé, donc là je le découvre en fantasy jeunesse pour le coup. Ça me convient très bien, c'est un rythme assez classique pour du roman jeunesse et ça se lit extrêmement bien. On passe au deuxième roman que j'ai lu en jeunesse toujours. J'ai lu en emprunt donc Les Guerriers de Glace de Estelle Faye, illustré par Nancy Peña. Donc là, franchement, déjà, rien que les graphismes, moi j'aime beaucoup ces graphismes de couverture et les graphismes intérieurs. Je vais vous montrer une planche par exemple. Voilà, ce genre de dessin là comme ça, avec des couleurs très tranchées et peu de couleurs en fait. Je trouve que c'est une très bonne idée. Donc on va suivre Alduin et Léna. Donc Alduin est le fils du chef de village et Léna est la fille d'une guérisseuse sorcière qui vit un petit peu en marge de ce village. Ils sont dans un monde où tous les ans viennent des guerriers menaçants qui s'appellent les guerriers de glace, dont les armures sont complètement indestructibles et recouvertes de glace. Le frère de Alduin est mort lors du dernier conflit et cette année
ils ont décidé, parce que tous les ans les guerriers de glace viennent et kidnappent une des jeunes filles du village. Cette année, les villageois ont décidé que de toute façon, vu que personne n'allait la pleurer parce que sa mère est très souvent partie dans la montagne pour chercher des plantes, ils vont sacrifier Lena cette année. Sauf que Alduin n'est pas vraiment d'accord, comme vous vous en doutez. On va suivre cette lutte pour sauver Lena de ce sort peu enviable. J'ai beaucoup aimé parce qu'on retrouve vraiment le style de Stelfy dans ce roman jeunesse. Pour le coup, c'est très jeunesse parce que c'est écrit extrêmement gros. Puis de toute façon, c'est une collection pour les 7-11 ans. Donc c'est vraiment des premiers romans. Très rythmé et en même temps assez simple d'accès au niveau du vocabulaire et au niveau du style. C'est tout à fait accessible pour des très jeunes lecteurs. Et le fin mot de l'histoire sur les guerriers de glace qu'on apprend à la fin de ce tome 1 m'a bien plu. C'est un beau message et j'aime vraiment cette aventure. Après, de là à aller lire le tome 2, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce premier tome m'a bien convaincue et j'ai vraiment beaucoup aimé les illustrations de Nancy Peña à l'intérieur. C'est vraiment très très joli. On passe à la suite. Toujours en audio et j'ai toujours les audios, je ne les ai pas rendus encore pour pouvoir vous les montrer. Donc j'ai enchaîné, comme je vous disais dans le dernier point lecture, le tome 3 et le tome 4 de Percy Jackson. Je compte bien terminer la série d'ici la fin de l'année. Donc on a le tome 3 qui est ici. Le tome 3 qui est le sort du titan et le tome 4 qui est la bataille du labyrinthe. Donc le sort du titan, on va suivre dans ce tome 3 les péripéties de Percy, Grover, Annabeth et Thalia qui vont se retrouver face à une manticore et il va y avoir tout un côté, une thématique autour d'Artémis et ses chasseresses. Ils vont rencontrer deux jeunes demi-dieux, Bianca et Nico Di Angelo, dont on ne sait pas trop leur ascendance tout au long du récit, on l'apprend à la toute fin, mais voilà. Ça va être autour de ce côté, le titan Chronos qui commence à se réveiller. Que va-t-il se passer? Bref. Le tome 4, quant à lui, est ciblé sur le labyrinthe de Dédale. Et du coup, il n'y a pas le Minotaure, mais il y a plein d'autres pièges et plein d'autres énigmes dans le labyrinthe de Dédale. Et Annabeth réussit enfin à avoir sa quête, cette fois-ci. Et du coup, c'est elle qui mène la danse dans le labyrinthe. Ça commence à être un petit peu dramatique sur certaines choses. Là, le dieu qui est mis à l'honneur dans ce tome-là, c'est Héphaïstos. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce quatrième tome, je trouve qu'il y a vraiment une... Enfin, le troisième est très bon pour le côté personnage et rajout d'une strate, en fait, d'intrigue. Et ce quatrième noue un petit peu tout ensemble et commence à dérouler le fil dramatique de l'histoire sur le côté Chronos se réveille et c'est terrible, il va falloir le combattre. Comment va-t-on le combattre? C'est ça, je pense que la question du dernier tome, ça va être ça, c'est comment combattre Chronos et réitérer l'exploit des dieux olympiens dans le présent. Donc une très bonne série d'aventures jeunesse pour ceux qui aiment la mythologie, comme je le disais. Voilà, donc je l'ai continuée et j'ai bien l'intention de la terminer avant la fin d'année. Et je vais vous présenter pour enchaîner, et je finirai par les graphiques. Donc là, je vous présente mes deux gros coups de cœur de ce début décembre. Pour l'instant, franchement, c'est vraiment des lectures qui m'ont transportée. C'est donc je commence par Quelques minutes après minuit de Patrick Ness aux éditions Folio Junior. Là, on va suivre Connor qui fait des cauchemars
depuis que sa mère est malade. Donc sa mère a un cancer. Et depuis quelque temps, il fait des cauchemars. Liv, qui est dans le jardin, vient le visiter sous forme un peu monstrueuse et un peu menaçante. C'est très noir. Au niveau de Liv, il vient lui raconter des histoires qui ressemblent un peu à des contes philosophiques, à morale. C'est un peu une espèce d'initiation, je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment le définir en fait, ce roman, parce que c'est un roman fantastique, sans aucun doute, mais il y a quand même une grosse dimension sur l'acceptation de la maladie d'un proche, l'acceptation de sa faillibilité. Voilà, accepter d'être faible en fait face à ces événements-là, c'est une espèce de presque de psychanalyse, de catharsis que vit Connor, parce que Connor est un adolescent, donc il y a tout le côté mise à l'écart au lycée par rapport à ça, parce que tout le monde sait en fait que sa mère est malade, et du coup, et ben en fait il peut tout faire, parce qu'on lui pardonne tout, parce que sa mère est malade. Ça m'a vraiment retourné, ce roman est émouvant à outrance, et c'est magnifique comme écriture, c'est vraiment très très bien écrit. Patrick Ness fait des choses, voilà, ça vous retourne. Les chapitres sont très courts, donc ça se lit extrêmement bien. Il y a une relation également avec sa grand-mère et avec son père qui sont compliquées, donc il y a tout le côté relation familiale, le côté vie en commun quand on n'a pas l'habitude de vivre ensemble et qu'on est forcé de vivre ensemble par la force des choses. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans ce petit roman, parce que c'est un tout petit roman qui fait moins de 200 pages, mais un grand roman par la qualité. Si par contre vous avez un peu de mal avec tout ce qui est récit sur la maladie, n'y allez pas, parce qu'il y a quand même des scènes très dures par rapport à ça, parce que c'est très ancré dans cette thématique, et on sent vraiment que l'auteur soit l'a vécu, enfin je ne crois pas qu'il l'ait vécu, je crois qu'à la base c'était l'idée en fait d'une autrice qui s'appelait Siobhan Dode, et en fait elle est morte d'un cancer. Donc c'est marqué à partir de 10 ans. Moi 10 ans, je trouve ça très jeune pour aborder ce genre de roman, parce que c'est quand même extrêmement dur. Je le conseillerais plus à des ados, limite lycéens quand même, fin collège, début lycée, mais pas avant, parce que c'est quand même ça fait, voilà, il faut avoir le cœur bien accroché quand même sur certains passages. Le côté fable et conte initiatique de les histoires en fait que raconte le monstre, oui, ça peut passer pour des jeunes lecteurs. Le reste, toute la thématique autour de la maladie, je suis pas convaincue que les jeunes lecteurs puissent comprendre l'ensemble des implications, en fait, tout ce que ça implique derrière. Parce qu'il y a quand même un vrai questionnement intérieur de la part de Connor, une vraie remise en question dérangeante. Ça, c'est vraiment dur à aborder pour les jeunes lecteurs, à mon avis. Après, à voir. Hein. Mais vraiment un gros coup de cœur, et je vous le conseille très fortement. Deuxième coup de cœur, tout récent celui-ci, je l'ai terminé hier. Circé de Madeline Miller, on le voit passer partout, mais voilà, ça y est, je l'ai lu, j'ai pu me faire mon avis. Donc on est très mythologie, hein. Très ancré dans la mythologie et le froid en ce moment, c'est de saison. Donc là, on va suivre bien évidemment la sorcière Circé du mythe. Sauf que Madeline Miller intègre beaucoup de choses en plus, parce qu'on connaît Circé comme la méchante sorcière qui transforme les hommes en cochons. Sauf que là, il n'y a pas que ça, vraiment. Il y a toute son enfance, oui,
sa jeunesse auprès de son père et de sa famille Titan, puisque c'est une nymphe fille d'Hélios qui est un titan, qui a vécu pendant un temps à la cour des titans. Il s'est passé un événement, elle a testé ses pouvoirs sur quelqu'un qui lui avait fait du tort à un moment. Elle a transformé cette personne en quelque chose. J'essaye de naviguer pour pas trop vous en dire quand même, parce que c'est clairement un livre à lire et à expérimenter. Quand on est fan de mythologie, c'est le top du top. Et en fait, elle se retrouve exilée sur une île, exilée pour l'ensemble de son éternité, puisque c'est une déesse et qu'elle est éternelle. Elle va avoir nombre d'histoires d'amour, notamment avec des personnages très connus, donc Ulysse bien évidemment, mais d'autres personnages, dieux et mortels. Elle va avoir un enfant. Il y a tout un pan de ce roman qui est sur la relation mère-fils absolument sublime. Et il y a tout un questionnement sur son statut de déesse, sur pourquoi elle en fait. Pourquoi je suis immortelle alors que les gens que j'aime, la plupart sont destinés à vieillir et partir en poussière. Enfin, il y a vraiment tout un raisonnement là-dessus. Il y a vraiment tout un pan aussi sur sa sorcellerie, sur le développement de ses pouvoirs, sur les onguents, les sorts, les potions qu'elle peut faire. Il y a plein de références mythologiques, bien sûr, elle croise plein de créatures, voilà, il y a plein de noms qu'on connaît quand on est adepte de mythologie qui sont cités dans ce roman. Ce qui est bien pour les novices de la mythologie, c'est qu'à la fin, il y a un petit lexique avec les noms et une présentation courte des titans, des dieux olympiens, des mortels célèbres qui sont cités dans ce roman. Et du coup, ça permet de resituer. À mon avis, c'est un lexique qui est à lire peut-être avant d'entamer le roman, pas interrompre sa lecture et profiter pleinement du roman. Les chapitres, là encore, sont assez courts, ce qui permet de bien avoir un bon rythme. Moi, j'ai testé du coup la technique de Aloïse de la chaîne Tribulation culturelle de Lou qui faisait un chapitre par jour. Donc j'ai fait un chapitre par jour pour lire ce roman-là et franchement c'est topissime. J'ai vraiment accroché de suivre comme ça au chapitre par chapitre, jour après jour, le périple de Circé. J'ai super accroché. Le style de Madeline Miller est simple sans trop. Il y a quand même une bonne recherche de vocabulaire, il y a un gros vocabulaire mythologique, très technique sur certaines plantes, sur la végétation, il y a beaucoup de choses. Une très bonne lecture que je vais garder en mémoire pendant un certain temps. Et on va passer au graphique. Pour terminer, donc je vais vous présenter, je vous mettrai aussi des inserts que j'ai filmés avant pour vous montrer un petit peu. Donc là, je vous présente le détective du bizarre Billy Brouillard et la chasse aux fantômes de Guillaume Bianco. C'est chez Soleil Collection Métamorphose. Donc Billy Brouillard, c'est un personnage récurrent chez Guillaume Bianco. Il a fait plusieurs contes macabres avec ce personnage. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien, même si c'est assez dérangeant dans les contes macabres parce que ça va assez loin. Là, on est plus sur une espèce de chasse aux fantômes, un album très bon enfant et abordable par des jeunes enfants sans souci. Il y a même un côté très ludique, vous verrez dans les inserts, je vais vous les mettre, il y a un côté très ludique avec une loupe rouge qui permet de chasser les fantômes avec des textures sur les pages qui mettent les fantômes en une espèce de rouge gris, enfin rouge beige. Et
Enfin, j'ai trouvé ça très sympa à faire et oui, vraiment très ludique. Après, l'histoire est somme toute classique, hein. Billy se retrouve dans une maison abandonnée et hantée et il va devoir récupérer des fantômes pour la jeune fille qui l'accompagne, qui les a perdus. Donc voilà, c'est vraiment très classique, mais une bonne BD pour les enfants qui aiment bien les livres-jeux, c'est parfait. La deuxième que je vous présente, et ça y est, j'ai lu le tome 3 de Bergère Guerrière, le périple de Jonathan Garnier, Amélie Fléchette, toujours chez Glénat. Tellement bien, tellement bon ce tome 3. Donc toujours avec Molly, toujours avec Liam, toujours avec Sarah. Il y a eu un souci avec la Malbête et ils sont obligés de partir vers les terres mortes. Comme leur nom l'indique, ça donne pas vraiment envie d'y aller. C'est là qu'ont disparu tous les hommes du village il y a 10 ans. Je veux pas vous en dire plus parce que c'est vrai qu'il faut vraiment lire cette BD pour voir l'intensité narrative qui, d'un tome à l'autre, s'intensifie et la noirceur en fait, parce que ça devient vraiment très sombre dans ce troisième tome. Le premier tome était mignonnet, hein, clairement. Le deuxième, ça commence un peu à... On sent qu'il y a un peu de noirceur qui commence à se mettre dedans. Et là, clairement, c'est fini, c'est plus gentil, c'est plus mignon. Il y a vraiment des passages où on a peur pour les personnages. Il y a un passage en souterrain notamment qui est absolument sublime avec les pouvoirs de la tante de Molly. Enfin, c'est très beau. Au niveau graphique, comme d'habitude, c'est superbe. Il y a un jeu sur les couleurs justement entre les scènes enneigées en extérieur et les scènes en sous-sol, enfin dans les grottes en intérieur avec les jeux de lumière qui sont vraiment super bien fichus. Et la fin de ce tome 3 donne envie d'aller chercher le tome 4, sauf qu'il n'est pas encore sorti, donc il va falloir attendre. Et la dernière, voilà. Et la dernière BD que je vous présente, c'est Sacrée sorcière de Roald Dahl par Pénélope Bagieux. Celle-ci, c'est pareil, on l'a vu passer très régulièrement. Je vous mettrai aussi des inserts. J'ai beaucoup aimé. Déjà, j'adore cette histoire que j'ai découvert avec le film de 90 avec Angelica Houston dans le rôle de la sorcière suprême. Et là, donc c'est pas la sorcière suprême, c'est la grandissime sorcière. Il y a quelques libertés sur l'histoire originale qui sont prises, notamment le copain du jeune Luc. Enfin, dans le film, c'est Luc, mais après, je sais pas du tout. Je crois pas qu'on ait son nom en fait dans la BD. Bref, donc le jeune garçon, il a un ami dans le livre original qui s'appelle Bruno. Et en fait, là, c'est une petite fille. J'ai trouvé cette liberté, c'était pas mal, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Après, j'aimais bien le côté glouton, donc là on n'a pas le côté glouton, et elle a plus un côté aventurier en fait, sa copine. C'est plutôt bien en fait pour le déroulé de l'histoire. Donc là on est sur un petit garçon qui vit avec sa grand-mère parce que ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Alors là, l'univers, c'est plus l'univers des années 90, dans un quartier hispanique, de ce qu'on comprend. Ils vont dans un hôtel de luxe, qui est immense, et ils vont se retrouver à la congrégation contre la maltraitance envers les enfants, ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a un intitulé dans le genre. Et en fait, c'est une réunion de sorcières, sachant que la grand-mère a déjà été attaquée dans sa jeunesse par une sorcière et elle a éduqué son petit-fils à détecter les sorcières qui sont des femmes comme les autres, à ceci près qu'elle déteste les enfants et que pour elle, les enfants ont une odeur absolument détestable. C'est très bien foutu par Pénélope Bagieux, je vous mettrai des inserts avec les couleurs, il y a des couleurs extrêmement vives.
c'est tranché. On retrouve très bien le style de Pénélope Bagieux, pour ceux qui connaissent. Une belle fin. J'aime bien cette fin par rapport à la fin un petit peu trop happy end du film. Là, on est sur une réflexion sur la vie, sur les liens entre les personnes, les liens familiaux, amicaux, et sur ce qu'on attend de ses enfants. Enfin, c'est vraiment une très très belle BD qui se lit très vite, même si c'est un gros pavé, hein. C'est une BD de 300 pages, donc voilà, qui pèse son poids d'ailleurs. Mais franchement, si vous avez l'occasion, si vous ne connaissez pas l'histoire de Roald Dahl, lancez-vous dans cette BD parce que ça permet d'aborder cette histoire rapidement. Et puis moi personnellement, je vais lire le roman après. J'ai fait tout dans le désordre avec cette histoire. J'ai regardé le film, j'ai lu l'adaptation pièce de théâtre, j'ai lu la BD et maintenant je vais lire le roman original qui a inspiré tout ça. C'est l'avantage de ces histoires-là, en fait, c'est qu'elles peuvent être adaptées à tous les médias. Donc une très bonne BD à découvrir. Et voilà, c'est terminé pour ce petit point lecture de décembre. Je vous ferai sûrement un autre point lecture sur la fin de l'année, la toute fin d'année. Je vous retrouve tout bientôt pour la suite de mes lectures de décembre. Prenez soin de vous et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine. Salut!